Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief, un débrief un peu particulier puisque nous y recevons ce soir, c'est Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau. Monsieur Baraka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc avec nous, nous reviendrons sur les sujets du moment. C'est le sujet d'inquiétude aussi, sur les questions hydriques et les perspectives qui vont avec, et plus d'autres questions liées à l'actualité. Une courte présentation de Monsieur le ministre qu'on ne présente plus, mais qu'on présentera quand même. Donc vous n'êtes pas un novice en politique, vous êtes même un vieux routier, vieux étant une clause de style. Puisque avant de faire votre entrée au gouvernement d'Aziz Akhannouch, vous avez été ministre des Affaires générales de 2007 à 2011, vous me corrigez si je me trompe, au gouvernement de Siad Belfessi. Vous avez été aussi ministre des Finances et de l'Économie dans le gouvernement Belkiran 1 jusqu'en 2013, l'été 2013 si, de mémoire. Et puis vous avez été aussi de 2013 à 2018 président du Conseil économique et social et environnemental. Et depuis octobre 2017, vous êtes secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Merci encore, monsieur le ministre ou monsieur le secrétaire général, d'être avec nous sur ce plateau. Avec moi donc pour vous poser des questions, c'est Mustafa Shemi, politologue et professeur de droit. Et je vous laisse l'avantage de la première question. Bonsoir. Écoutez, monsieur le ministre, vous êtes secrétaire général du parti des Istiqlal aussi, on va probablement aborder ça. Mais une question générale, votre parti a été dans tous les gouvernements, le 6e gouvernement depuis le cabinet d'alternance 2018, sauf la parenthèse 2018-2021, vous étiez dans l'opposition. Alors ma question est celle-ci, cette histoire d'eau en particulier, est posée depuis des décennies. Pourquoi, me semble-t-il, on a préféré regarder ailleurs et pourquoi les politiques publiques n'ont pas priorisé cette question-là? Oui. Merci pour cette question. Je voudrais tout d'abord rectifier et clarifier que nous avons quitté le gouvernement en 2013 et donc on est revenu qu'en 2021. Donc on est resté dans l'opposition pendant 8 ans. On, c'est le parti de l'Istiqlal. Oui, le parti de l'Istiqlal, à ce titre, qui m'a posé la question, donc je lui réponds. Et deuxième chose, c'est que, en fait, au contraire, la problématique de l'eau a toujours été une problématique majeure qui a été prise à bras-le-corps par notre pays à travers la politique des barrages qui a été portée par le souverain, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et aussi qui a été poursuivie avec une nouvelle vision par Sa Majesté le roi Mohamed VI. La preuve en est, c'est que sous le gouvernement Belfessi, M. Zaoud, qui était secrétaire d'État à l'eau à l'époque, avait présenté, et ça a été validé par le souverain, une stratégie sur l'eau en 2009, laquelle stratégie était valable jusqu'en 2030 et intégrait toutes les composantes dont on est en train de parler aujourd'hui, qu'il s'agisse des barrages, qu'il s'agisse du dessalement, qu'il s'agisse du transfert de l'eau, qu'il s'agisse également de la préservation des nappes souterraines et de l'économie de l'eau. Au courant de ces dernières années, force est de constater qu'une partie, je ne dirais pas toute la stratégie, mais une partie de cette stratégie n'a pas été mise en œuvre de manière assez probante et on a eu un retard dans un certain nombre de chantiers, dont le chantier phare, et sûrement on aura l'occasion d'en parler, qui est celui du dessalement de la ville de Casablanca, qui devait être prêt en 2016 et qui ne sera prêt qu'à la fin de l'année 2026. Pour des questions budgétaires ou autres, ça n'a pas été fait? En fait, quand on est arrivé au gouvernement, on a trouvé que l'étude était en cours de finalisation. Donc il y a eu un retard dans la mise en place. Et puis il y a eu, comme vous le savez, suite à l'orientation du souverain, la mise en place d'un plan, le plan national d'eau potable et d'irrigation, le plan EPI pour 2020-2027, qui a relancé en fait ce projet. Et puis d'autre part, il y a aussi le fameux programme important qui est l'autoroute de l'eau sur les transferts de l'eau qui n'était pas du tout, je dirais, prêt, mis à part en fait des quelques barrages qui avaient commencé à avoir le jour. Alors, monsieur le ministre, depuis que vous êtes en fonction, vous parlez essentiellement d'eau, de problèmes d'eau, de perspectives aussi en ce qui concerne la situation hydrique, les moyens à déployer et les déployer aussi. Mais vous êtes aussi ministre de l'Équipement. Alors, avant d'entrer dans cette question à bras-le-corps d'eau, vous imaginez bien qu'on va y consacrer une partie intéressante et considérable de l'émission. On va revenir un peu sur le côté équipement. Alors, il y a beaucoup de projets, il y a pas mal de projets qui sont en cours ou qui sont déjà dans le pipe. Il y a la voie ferrée Marrakech-Agadir, il y a le port de Nador et sa connectivité, il y a la liaison fixe. Vous parlez tout à l'heure de Zaoud, qui est actuellement directeur donc, de la SNED, la Société nationale des études du Détroit, port de Dakhla Atlantique. Où en sont tous ces projets?
Écoutez, ces projets avancent bien. Et je voudrais d'abord rappeler que le projet de Nador Ouest, qui est un port qui va être structurant, au même titre que Tanger et Méditerranée, puisque nous avons à côté du port une zone industrielle de l'équivalent de 5000 hectares, et on commence déjà à voir les premiers investissements autour de cette zone, sera prêt en 2024 et il sera, je dirais, utilisé à partir de l'année 2025. Le port de Dakhla Atlantique est aussi un projet très structurant, puisqu'il place en fait cette zone en tant que véritable hub pour l'Afrique subsaharienne, et en même temps, en fait, avec les futurs projets d'hydrogène vert, en fait, ouvre des perspectives majeures pour notre pays, pour son positionnement. Comme vous le savez, le souverain a demandé à ce qu'il y ait une offre hydrogène vert. Le port de Dakhla Atlantique s'apprête parfaitement, autant que le port Nador Ouest, pour pouvoir répondre à ce besoin d'exporter en fait cet hydrogène vert. Ce port avance assez bien et nous serons prêts, Inch'Allah, pour l'année 2028. Au-delà des projets dont vous avez parlé, nous avons aussi, je dirais, essayé d'introduire au niveau de l'équipement un certain nombre de points essentiels. Le premier point, c'est que nous avons considéré aujourd'hui qu'il était important qu'on rentre dans une nouvelle vague d'infrastructures qui s'inscrivent dans la vision qu'a apportée le gouvernement, qui est celui d'un développement territorial qui soit plus équilibré, et donc de réduire les inégalités spatiales et territoriales. Et dans ce cadre-là, nous avons intégré un nouveau concept que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre des contrats-programmes qu'on est en train de faire avec les régions, le concept de désenclavement territorial. Au lieu de travailler sur des développements ruraux uniquement, nous sommes inscrits dans une logique de désenclavement territorial, à savoir que certaines provinces qui sont enclavées, malgré les avantages qui ont été accordés au niveau de la charte d'investissement pour apporter 10%, 15% de subventions pour ceux qui vont là-bas, mais personne ne va y aller s'il n'y a pas, je dirais, les infrastructures nécessaires pour se faire. Concrètement, nous avons par exemple lancé la double voie, qu'on va lancer la double voie entre Khenifra et Bijad pour la lier à l'autoroute. Nous allons lancer la double voie entre Qaraat Sraghna et Marrakech, entre Marrakech et Esfi. Nous sommes en train de penser à la double voie entre Rachidia et El Hajb. La double voie qu'on a déjà lancée entre Saounet et Fès. On est en train de lier aussi donc, au niveau de l'Husseima au port. Donc toutes ces actions s'inscrivent dans une logique d'un mapping qui permet d'identifier, et c'est le travail que nous avons fait, là où il y a une autoroute, pas de problème. Là où il y a, je dirais, une route nationale convenable, oui. Et là où il y a un besoin d'une double voie, on le met en place. Et ça nous permettra véritablement de faciliter et d'accompagner l'effort qui a été fait à travers la charte d'investissement, de pouvoir encourager le développement territorial au niveau du pays. On peut faire une autre lecture, si vous le permettez, de votre politique, c'est que la priorité est donnée au projet d'équipement de la façade maritime, méditerranéenne et atlantique. Si vous faites le décompte des investissements, le gros des investissements, il est fait sur les côtes. Il est fait sur les côtes autour d'un certain nombre de pôles et de manière résiduelle peut-être au bénéfice d'un développement territorial. Il y a des zones et des régions qui ne tireront pas profit ni des ports, ni de la double voie et qui restent donc dans une sorte de situation particulière d'enclavement. C'est exactement l'inverse qu'on est en train de faire, puisque notre objectif est véritablement de pouvoir, je dirais, désenclaver et les zones qui sont au niveau, je dirais, de l'intérieur du pays pour leur ouvrir des perspectives d'avenir. Et d'ailleurs, 2 grands projets majeurs sur lesquels nous sommes en train de travailler, les études vont être finalisées à la fin de cette année, c'est la fameuse dorsale entre Marrakech et Fès, qui passe par Bni Mellel, qui passe par Khenifra, donc pour arriver jusqu'à Fès. Et puis, de l'autre côté, nous travaillons aussi dans ce cadre-là sur les différentes liaisons qui peuvent y avoir entre les différentes provinces intérieures. Et cette logique, en fait, est nécessaire parce que vous avez raison, que pendant des décennies, on a focalisé essentiellement sur le niveau du littoral. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, et je reviendrai sur cette question de l'eau, c'est d'arriver à cette nouvelle solidarité littorale, je dirais campagne, et veiller et zone intérieure, et veiller aussi
à ce qu'on puisse donner un nouveau souffle avant de aux passer villes à l'eau, Monsieur intérieures. le ministre, il y a 2 projets dont je vous ai parlé, vous n'en avez pas parlé ou pas assez. Ce sont des projets de rêve, mais rêvons un peu, ce n'est pas interdit. La fameuse liaison ferrée Marrakech-Agadir, préférence rapide, et la liaison fixe. Oui, alors pour la liaison ferrée Marrakech-Agadir, elle dépend du ministère du Transport. Elle ne relève pas du compétence du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une nouvelle appel d'offres qui est fait pour finaliser les études au courant de cette année. De l'autre côté, donc pour la partie liaison fixe, alors là, je dois dire que c'est un rêve qui commence à devenir, je dirais, abordable. Et je m'explique. Il faut savoir que depuis 2009, le comité, je dirais, mixte ne s'est pas réuni. Et les études se sont arrêtées, mis à part quelques études qui ont été faites par nos amis espagnols et un peu par le côté marocain. Donc aujourd'hui, nous avons redonné un nouveau souffle à cela. Comme vous le savez, aujourd'hui, donc, suite à la visite du président Sanchez au Maroc, qui a été reçu par Sa Majesté le roi Mohamed VI, une nouvelle impulsion a été donnée donc, aux relations maroco-espagnoles, partant du principe et d'une conviction qui est partagée, que nous avons un destin commun et qu'il y a lieu de travailler ensemble pour pouvoir avancer. Et donc ce projet a donné à une nouvelle vie, je dirais, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà tenu la réunion du comité mixte, et nous allons tenir une nouvelle réunion du comité mixte au mois de juin prochain à Tanger. Et nous avons aussi relancé un certain nombre d'études parce qu'entre-temps, les technologies ont évolué, les capacités de réalisation sont beaucoup plus importantes et beaucoup d'autres projets ont vu le jour dans d'autres régions qui sont comparables. Finalement, ça sera un tunnel. Un pont. Ou un pont. Pour l'instant, on est plutôt dans une logique de tunnel. C'est l'orientation qui avait été faite. Mais nous sommes en train de finaliser, de travailler en fait pour revoir en fait la réalisation. Est-ce qu'une évaluation budgétaire globale a été faite aujourd'hui? Franchement, non. En fait, ce qui a été fait, il y avait bien sûr une évaluation, mais qu'on est en train de revoir complètement pour pouvoir voir en fait intégrer les nouvelles technologies, intégrer aussi les évolutions qu'il y a eu, et puis la meilleure connaissance des terrains que nous avons aujourd'hui. Si on passait à l'eau, Moustapha Fahimi. Eh bien, alors, Monsieur le ministre, état des lieux. D'abord, on a la situation hydrique aujourd'hui. On a souvent parlé d'un chiffre qui était dans les années 60. Nous étions à 2600 mètres cubes par habitant et par an, que nous en sommes aujourd'hui à 500, que nous risquons d'en arriver, enfin 600 et quelques. On est à 606. 600 606. 6. 606. Bien la précision. Et qu'en 2030, nous serions aux alentours de 500. Bien, ça a été divisé par 4. Ça aurait été divisé par 4 en à peu près 60-70 ans. Mais il faut dire que la population aussi aurait été multipliée par 4. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette situation hydrique? Et quand je parle de qu'en est-il aujourd'hui de la situation hydrique, je ne pose pas la question sur la pluviométrie. Bien entendu, vous ne pouvez pas répondre à ça, mais sur tout ce qui est retenue d'eau, barrages, autoroute de l'eau aussi. Oui, alors je vais d'abord vous dresser un tableau assez rapide. Il faut savoir qu'au niveau hydrique, le Maroc, en fait, partait sur une moyenne de 22 milliards de mètres cubes, donc de potentiel. Ces 22 milliards de mètres cubes étaient divisés en 18 milliards de mètres cubes au niveau des eaux de surface et 4 milliards de mètres cubes qui venaient régénérer les nappes souterraines. Les eaux de surface, c'est la pluie. Oui, c'est les pluies et la neige, et l'enneigement. D'accord. Voilà. Et c'est ce qu'on retenait au niveau des barrages, etc., donc les capacités. Il faut savoir que le Maroc, très tôt, s'est lancé dans cette politique des barrages pour essayer de retenir le maximum. Mais je continue sur cette logique. Donc nous avions 22 milliards de mètres cubes, qui est descendu autour de 18 milliards de mètres cubes, et aujourd'hui on est autour de 14 milliards de mètres cubes sur les 20 dernières années. Donc on connaît une baisse tendancielle en fait de ces capacités hydriques annuelles. Alors à côté de ça, nous avons le réchauffement climatique et l'augmentation des températures. On est aujourd'hui à 1,1 degré supplémentaire par rapport à la moyenne annuelle du passé. Donc on se rapproche du seuil critique d'1,5 degré. Et tout ça fait que véritablement nous nous trouvons dans une situation où on a une baisse du potentiel hydrique par habitant. Comme vous l'avez rappelé, nous étions à 2600, nous sommes descendus à 700, nous sommes descendus à 600 et on est aujourd'hui à 600,6 mètres cubes par habitant. Mais en fait, ce chiffre cache beaucoup d'inégalités. Et c'est ça le problème des moyennes. C'est qu'aujourd'hui, en fait, nous avons 600 comme moyenne, mais nous sommes à plus de 1000 mètres cubes par habitant dans la région du Nord, dans le Loukos. Et au niveau du sud du pays, nous sommes à autour de 100 mètres cubes
secondes par habitant. Donc ce qui crée des inégalités majeures et ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas discuter de la problématique de l'eau d'un point de vue macroéconomique. On est obligé d'aller vers les territoires, vers les bassins pour pouvoir juger quelles sont les différences qu'il y a par rapport à ça. Deuxième élément important à noter, c'est que nous sommes en fait la 5e année consécutive de sécheresse. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est-à-dire, par le passé, on a eu 3 années de sécheresse dans les années 80 consécutives. Après, on a eu une année plus... Année 40, je crois, quelque chose et après, comme ça. on redescend. Donc, et en plus, on a eu l'année la plus sèche, c'était l'année dernière, 2021-2022. Je parle de l'année agricole, qui a été la plus sèche historiquement depuis 1945. Et avec un niveau important de température aussi élevé. Et je vais vous donner un chiffre pour vous donner un ordre de grandeur, c'est que sur le plan de l'enneigement, on fait en moyenne 36 000, 40 000 km² d'enneigement. On a fait uniquement 5 600 km² d'enneigement. Et donc tout ça, évidemment, s'est traduit par une baisse importante des apports en eau. Les apports en eau l'année dernière ont été d'1,8 milliard de mètres cubes. Et cette année, nous sommes à 3 milliards 100 millions de mètres cubes. Il se trouve que ces dernières pluies ont été très intéressantes. Pas plus tard que ce matin, je peux vous dire que Ouadziz, nous avons eu 12 millions de mètres cubes supplémentaires au niveau du barrage Hassan Dakhil et nous avons eu 4,4 millions de mètres cubes supplémentaires dans le barrage de Keddoussa et donc pour la présence de Rachidia. Et donc ce qui nous assure pour cette région, pour ce bassin, en fait, nous avons de l'eau pour les 3 prochaines années grâce à cette pluviométrie, à ces apports, notamment en neige, qui ont été importants. Je relève votre optimisme, c'est normal, mais le taux moyen de retenue des barrages serait de 32%. 32,4%. Voilà, 32%. Mais il est inégalement réparti. Il y a des barrages où c'est 5%, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette situation-là ? Alors, en fait, vous avez soulevé une vraie question, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on doit raisonner de manière territoriale. Alors, pour être très clair avec vous, nous avons aujourd'hui, au niveau sur le nord et sur un certain nombre d'agences de bassins, nous n'avons aucun problème d'eau. Il n'y a pas de pression majeure par rapport à ça. Nous avons un problème majeur, essentiellement dans la région de Oumbéa, et plus particulièrement pour le barrage de Messira. Alors, le barrage de Messira, il est autour aujourd'hui de 100 millions de mètres cubes, alors qu'il a une capacité de 2,7 milliards de mètres cubes. Ça veut dire rien. Rien. Donc aujourd'hui, vous savez que le Grand Casablanca consomme 290 millions de mètres cubes, dont une partie vient du barrage Sidi Mohamed Abdallah et une autre partie vient du barrage de Messira, c'est pour Casa Sud. Alors par rapport à cette situation, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous l'avons anticipé. Parce que l'année dernière, nous avons senti qu'il y avait une problématique majeure pour la région de Casablanca et par rapport au barrage Messira qui était déjà autour de 200 millions de mètres cubes en fait, de capacité. Donc nous avons projeté, si on a une autre année de sécheresse, qu'est-ce qu'on fait ? On a constaté qu'on allait être dans une situation très critique. Et c'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion du souverain avec son discours qui a été donné en octobre dernier où il a rappelé le besoin de mettre en place des liaisons entre les bassins, nous avons agi de 3 manières. Première manière, c'est que nous avons demandé à l'Office chérifien des phosphates, nous avons signé un accord avec lui, pour pouvoir, produire de l'eau dessalée dans la région de Esfi et dans la ville de Esfi, la région de Jdida. Parce qu'il avait déjà des stations là-bas pour pouvoir le faire, et qui vont rentrer en production fin du mois de juin, début juillet de cette année. Et ça va nous permettre de réduire la pression sur le barrage de Messira, puisque nous avons aujourd'hui 90 millions de mètres cubes, 40 millions pour Jdida et 50 millions pour Esfi, sans parler que l'OCP va arrêter d'utiliser, a déjà arrêté d'utiliser l'eau des barrages. C'est une dérivation. Voilà, donc ce que nous avons fait, nous réduisons la pression sur le barrage de Messira pour que l'eau de Messira soit utilisée essentiellement pour la ville de Casablanca. Premier élément qui a été fait. Deuxième axe. Qu'on a fait. Deuxième axe, ça a été le transfert de l'eau. Et nous avons mis en place le fameux, autoroute de l'eau, parce que nous avons 500 millions à 1 milliard de mètres cubes chaque année qui va en mer. Nous avons considéré qu'on ne peut pas se permettre ce luxe alors qu'on a des besoins ailleurs. Donc nous avons lancé la tranche urgente, qui est le transfert de l'eau du barrage Sbou vers le barrage Sidi Mohamed Abdallah. Alors, et on va pouvoir, et on l'a réduit le temps pour le réaliser, ça sera prêt fin juillet, début août. Budget 6 milliards de dirhams.
Réalisé en combien de temps à peu près? Exactement, on a commencé en décembre. Donc l'équivalent de 7 mois et demi, ce qui est un record. C'était prévu pour 10 mois. 67 km. 67 km. 67 km. Prouesse technologique, il faut le reconnaître. Technologique, et puis beaucoup de problèmes qu'on a eu en cours de route, parce que, par exemple, pour les canalisations, elles étaient produites en Turquie. Il y a eu le tremblement de terre en Turquie, ça a retardé cela, on a été obligé de ramener de l'Inde. Bon, on a fait toute une gymnastique, l'essentiel c'est que c'est fait. Et ce qui est important, c'est que cela va nous permettre de donner 300 millions à 400 millions de mètres cubes pour, je dirais, Sidi Mohamed Abdallah, et donc donner de l'eau à Casablanca pour Casanor. Troisième élément que nous avons fait, nous avons dépollué, et nous avons fait toute une procédure pour la dépollution de la région du Saïs de Fès et la région aussi de Qnita del Gharb, pour éviter que l'eau qui arrive au niveau du barrage, Sidi Mohamed Abdallah, soit polluée. Et quatrième chose que nous avons fait, c'est la dernière, c'est que nous avons établi la liaison, grâce à l'ONI, entre Casa Nord et Casa Sud. Parce que Casa Sud récupérait de l'eau du barrage El Messira. Aujourd'hui, en fait, en établissant ce lien, Sidi Mohamed Abdallah, grâce à l'eau qu'on va recevoir du SBU, nous allons pouvoir donner de l'eau également à Casa Sud. Et ça va nous permettre, en fait, d'éviter qu'il y ait des problèmes majeurs au niveau de la grande ville de Casablanca. C'est une politique de répartition équitable de l'eau. Ça doit faire plaisir à un ministre, secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Et est-ce qu'on peut parler d'égalitarisme hydrique? En tout cas, nous nous inscrivons dans cette logique d'une justice hydrique donc, et d'équité hydrique, bien sûr. C'est quelque chose qui est très important et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler. À côté de cela, nous avons lancé le dessalement de la ville de Casablanca. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Très bien. Alors, le dessalement a déjà été lancé. Donc, aujourd'hui, nous allons pouvoir, je dirais, c'est l'ONI qui s'en occupe. Donc, on s'est lancé dans une procédure, je vais vous dire très clairement, qui est complexe, qui est le partenariat public-privé. Nous avons opté pour le dialogue compétitif. Et le problème du dialogue compétitif, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour vous l'expliquer, c'est que les gens font leur offre. Nous avons donc 3 groupements qui sont là, en lice. Ces offres sont là. Et on récupère ces offres et on dit aux autres groupements, voilà ce que les autres ont proposé, est-ce que vous êtes capable de faire mieux? Des groupements marocains? En fait, il y a des entreprises marocaines dans tous ces groupements. Il y a chaque fois une entreprise internationale et il y a des entreprises nationales. Et donc, pas un groupement purement national, uniquement national. Non. Donc, par contre, pour l'organisation et le transfert de l'eau, ça s'est fait avec c'est un groupement marocain, d'entreprises marocaines. Et c'est une fierté aussi pour nous. Donc, ce qui a été fait, ce qui est important, c'est que ce processus donc, est long. Et c'est ce qui fait que fin août, début septembre, on saura quel est le consortium qui va réaliser la station pour que le démarrage des travaux se fasse fin 2023, pour que ça soit prêt fin 2026, début 2027. Dans le choix des marchés, dans le choix des marchés, qui c'est des gros marchés, est-ce qu'il y a des paramètres non économiques qui interviennent? En fait, les paramètres qui sont retenus, en tout cas pour le dessalement, sont les suivants. Il s'agit d'avoir la meilleure technologie, la moins polluante. Il s'agit d'avoir également, puisque la partie environnementale est très importante, surtout pour le dessalement, parce qu'il y a des rejets de saumure, donc il faut veiller à ce que la prise d'eau se fasse dans le lieu où il y a le moins de risques possible pour ne pas perturber la faune et qu'il n'y ait pas aussi un problème également par rapport au niveau de salinité qu'il y a au niveau de l'eau. Deuxième paramètre majeur, c'est qu'il y ait un engagement et de continuité, mais surtout de veiller à ce que les respects des délais soient faits. Et troisièmement, évidemment, le tarif le plus bas. Et aujourd'hui, nous avons imposé, c'est un axe important sur lequel on a insisté, d'ailleurs, conforme aux orientations royales, c'est qu'on puisse utiliser des énergies renouvelables. Pas de paramètres diplomatiques dans l'attribution des gros marchés. C'est les paramètres qui ont été retenus, sur lesquels nous travaillons pour la maintenance, pour aboutir. Après, ils sont obligés. Est-ce que ça va être fait par les membres du groupement ou ça pourrait être pris en charge par des entreprises marocaines? Non, en fait, de toute façon, aujourd'hui, ces entreprises sont, comme j'ai dit, la plupart sont des entreprises marocaines dans le groupement. Il y a une entreprise étrangère à chaque fois.
de telle sorte qu'évidemment, ce travail se fera par des entreprises qui ont les capacités. Alors, rapidement, le budget et la capacité de production. Vous avez parlé tout à l'heure d'une consommation d'eau à Casablanca de 290 millions, on va dire 300 millions, on arrondit de 10 millions. Hein. Elle est prévue pour une capacité de combien, cette usine? L'usine, on parle de 300 millions de mètres cubes. Donc elle couvre les besoins de Casa. Oui, elle couvre les besoins de Casa. Il y a une partie qui va aller vers l'irrigation, équivalent de 40 millions de mètres cubes. Mais en fait, le gros va être fait par des SEM. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la réduction des disparités territoriales, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aujourd'hui, d'ailleurs, suite à la réunion de travail qui a été présidée par le souverain nous a demandé d'avoir un plan de dessalement par rapport aux zones côtières et aux villes côtières. Donc, ce plan de dessalement, quel est l'avantage que ça donne? Ce plan de dessalement va nous permettre de répondre aux besoins d'eau potable et en partie d'irrigation de l'ensemble des villes côtières. Ça va nous permettre d'assurer l'équivalent d'1 milliard, d'ici 2030, d'1 milliard de mètres cubes. Or, on consomme 1,4 milliard de mètres cubes en eau potable. Donc, on a plus de 50% d'eau potable qui proviendra du dessalement. Alors, excusez-moi, monsieur le ministre. Je vais finir, s'il vous plaît, une seconde. En fait, qu'est-ce que ça va donner? Ça va permettre d'assurer l'eau pour les villes, mais aussi ça va nous permettre de laisser de l'eau dans les barrages qui va être utile pour les villes intérieures, pour assurer l'eau potable pour les villes intérieures, et qui va permettre d'assurer l'eau d'irrigation pour l'agriculture. Alors, vous devancez les questions, c'est la question que je voulais vous poser. Pardon. Mostafa Sahimi, je savais que vous vouliez aussi réagir à ça, mais la moitié de l'émission est déjà passée, on est déjà à la moitié. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de ce débrief un peu particulier où nous recevons Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Eau, c'est Nizar Baraka, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc nous en parlons avec Mostafa Sahimi sur l'équipement, sur l'eau, sur la politique aussi, parce qu'on va parler de politique et de partie de l'Istiqlal. Mostafa Sahimi, juste avant la pause, vous brûliez d'impatience pour poser une question, allez-y. Comme toujours. Comme toujours. Ma question, c'est sur les capacités de retenue des barrages. Et je relève que, me semble-t-il, on ne s'est pas beaucoup préoccupé du problème de l'envasement. Alors, il y a beaucoup de choses. Nous avons 152 barrages aujourd'hui, voilà. Et donc, et on ne s'est jamais préoccupé de cela, alors que c'est un taux de déperdition au moins de 6%, d'après le chiffre que j'ai de 6%. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour l'envasement? D'autant qu'il ne s'agit pas d'aller au fond des barrages enlever la vase. C'est un écosystème, et vous le savez mieux que moi. Alors, qu'en est-il? Alors, tout d'abord, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à, comme vous avez dit, 152 barrages, donc avec une capacité de 19 milliards de mètres cubes. Et nous avons en fait 18 barrages qui sont en cours avec 6 milliards de mètres cubes supplémentaires. Donc aujourd'hui, on va arriver à plus de 25 milliards de mètres cubes de capacité de retenue et de stockage de l'eau. Maintenant, et vous avez raison de dire, on a ce problème d'envasement qui est un problème réel. Alors, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir y faire face? 3 choses. Première chose, c'est que nous avons signé un accord avec l'Agence des eaux et forêts pour pouvoir donc assurer, je dirais donc, assurer la protection des barrages à travers la plantation d'arbres pour éviter cette érosion et éviter ce problème. Deuxième chose, nous avons aussi décidé, pour un certain nombre de barrages, comme le barrage de Mokhtar Soussi, de procéder à la surélévation de ce barrage. On va le faire également pour Ibn Battuta. Donc, en fait, ça consiste en quoi? C'est-à-dire, on construit sur la vase et on réélargit le barrage, et donc on a plus de capacité, et avec, en fait, on récupère les possibilités je dirais, de stockage qui vont être encore plus importantes qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous avons déjà lancé. Troisième élément, nous avons aussi décidé de mettre un plan de dévasement pour certains barrages qui sont abordables, où le coût n'est pas trop élevé. Et nous avons aussi lancé, avec certaines entreprises, la notion de sondes qui permettent je dirais, de freiner l'évolution des algues pour qu'il n'y ait pas d'envasement. Mais la chose la plus importante qu'on a faite, c'est que nous avons refait la bathymétrie de l'ensemble des barrages.
Et aujourd'hui, la bathymétrie, c'est-à-dire on a vu exactement l'ampleur de l'envasement, barrage par barrage, pour pouvoir savoir quelle est la quantité d'eau qu'on a réellement. Parce que malheureusement, je vais vous le dire, en toute franchise, lorsqu'on a lancé le plan d'urgence, en fait, pour faire face à la situation, je dirais, de la sécheresse pour l'année dernière, on tablait pour le barrage Mohamed V dans l'oriental sur 30 millions de mètres cubes. Quand on a cherché à mettre une bâche flottante pour récupérer l'eau, eh ben, on n'a trouvé que 1,8 million de mètres cubes. Eh oui. Et à partir de ce moment-là, on s'est 1,8 million de mètres cubes par rapport à 30 millions qui étaient inscrits. C'est un gros problème. Donc, et aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre à bras le corps et de véritablement refaire la bathymétrie, savoir. Donc, on est sur des chiffres beaucoup plus importants que ce que vous avez annoncé, que les fameux 6%. Et nous travaillons pour pouvoir revoir en fait tout ce système et se baser, d'ailleurs, sur nos projections, on se base sur des chiffres réels. On est en train de finaliser les chiffres de manière définitive d'ici peu. Et ça nous permettra véritablement de partir sur de bonnes bases. On a fait mieux, parce que l'une des problématiques majeures qu'on a, vous avez parlé des barrages, mais on a un problème aussi des nappes souterraines. Or, aujourd'hui, les nappes souterraines sont en train de connaître une véritable surexploitation. L'année dernière, on est arrivé jusqu'à 6,5 mètres d'approfondissement de la nappe dans la région de Zagola. Et tout ça montre 3 mètres par an au niveau de la région de Barchid. Donc tout ça montre que véritablement, on risque d'avoir des problèmes majeurs liés au fait qu'il risque de ne pas y avoir assez de stock d'eau dans le futur, parce que finalement, on consomme plus que les 4 milliards de mètres cubes de renouvellement des nappes. Alors, on est à 5 milliards ou 5 milliards. Ça appelle deux questions, monsieur le ministre. La première est celle de la sensibilisation. Donc on parle de un peu plus de 85% d'utilisation de l'eau par l'agriculture. Voilà, donc qu'en est-il en matière de sensibilisation, aussi bien au niveau de la consommation d'eau potable qu'au niveau de la consommation agricole? Première question. Et deuxième question, qui serait un peu plus délicate, quand vous voulez contrôler l'utilisation un peu excessive des nappes souterraines, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État a véritablement les moyens? Comment vous pouvez empêcher des gens de creuser des puits? Est-ce que vous avez les moyens d'aller voir qui creuse des puits et les empêcher surtout de creuser ces puits? Oui. Alors, je vous explique un peu ce qu'on est en train de faire par rapport à ça. Première chose, un des points fondamentaux, on s'est dit, on va commencer par les nappes les plus urgentes. Et donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire les contrats de nappes. C'est-à-dire qu'on s'assoit autour d'une table avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de l'Environnement, etc. Mais on s'assoit aussi avec les opérateurs, les agriculteurs, les associations d'usagers de l'eau, etc. pour pouvoir connaître la réalité de la situation de la nappe et commencer à nous mettre d'accord autour des parts que chacun va prendre par année en fonction du niveau des nappes. Et on vient de signer un contrat très important dans la région que vous connaissez bien, qui est la région de Rachidia pour Boudnib et Mski, parce que nous avons évidemment des hectares de palmiers dattiers qui sont produits. Il y a eu des autorisations pour 32 000 hectares. Or, les capacités hydriques sont insuffisantes pour répondre à ce besoin. Alors, et le ministère de l'Agriculture et nous-mêmes, nous avons signé ensemble, sur place, pour pouvoir réduire ce niveau à 15 000 hectares. Nous sommes autour de 12 000 qui sont utilisés déjà. Donc, il nous reste 3 000 à planter, même si d'autres autorisations ont été données, et on ne va pas pouvoir les servir en eau. 2, obligation d'avoir le compteur intelligent, pour qu'on puisse suivre au jour le jour, heure par heure, le niveau de consommation. Et 3, la répartition, la part d'eau est donnée pour qu'ils soient obligés d'optimiser aussi leur consommation d'eau. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à ça. Au niveau des creusements de puits, je suppose qu'il y a deuxième élément, par rapport au creusement de puits, nous avons fait un travail extraordinaire depuis la mort de l'enfant Ryan, c'est qu'il y a eu un véritable, je dirais, effort qui a été fait, et je remercie les autorités locales, un effet pour faire un recensement des puits. Nous avons recensé presque 400 000 puits, mais je peux vous dire que plus de 80% sur l'ensemble du territoire, 80% ne sont pas autorisés. Ce qui montre que l'ampleur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, deux choses. Première des choses, c'est que nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture pour pouvoir faire ce qu'on appelle en fait une régularisation, mais qui soit conditionnée par les compteurs intelligents, toujours pour savoir qu'est-ce qu'on utilise. Deuxième chose, et on a lancé une opération extraordinaire avec nos amis de l'Agence de la conservation foncière. C'est un registre, en fait, de l'eau. En fait, un cadastre eau. En fait, ça va être un cadastre multiservice basé sur l'eau. Et en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste à aller sur les différents terrains, savoir combien il y a de puits,
quelle est la profondeur de ces puits, quelle est l'eau qui est utilisée, pour qu'on ait une véritable cartographie de la situation. Excusez-moi, monsieur le ministre, ce n'est pas un vœu pieux, ça? Parce que pour aller faire le tour de toutes les exploitations agricoles qui sont sur le territoire, est-ce que les gens du cadastre ont le personnel qu'il faut? Ça a déjà démarré dans la région de Rhamna et on va généraliser cela l'année prochaine. Donc c'est un travail qui est important. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons aussi, on cède, et les gens du CAS cèdent aussi des satellites, etc., pour mieux situer et mieux livrer. Et on va vers les zones les plus... Vous savez qu'il y a une taxe sur les puits qui est en moyenne de 800 dirhams par an, qui est payée par 5% des propriétaires de puits. Aujourd'hui, donc, nous avons, par rapport à ce que vous dites, nous avons aussi la police de l'eau, avec plus de 400 agents, et qui ont la possibilité. L'année dernière, nous avons verbalisé 800 amendes par rapport à cela. 800 amendes sur 380 000 puits écoutez, de toute façon, existants, 400 000. C'est un cumul. C'est le problème des politiques publiques. C'est-à-dire il y a de belles intentions, il y a des programmes, etc., mais c'est l'application. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on est en train de changer de logique. C'est-à-dire, on sait pertinemment que quels que soient les efforts qui vont être faits, ça restera insuffisant par rapport à la problématique qui est réelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est important, de faire ce plan cadastral qui va nous permettre d'avoir la réalité des choses, d'aller vers la notion de manière progressive, et il faut le dire, de la mise en place des compteurs. On va commencer par les grandes propriétés pour aller vers les moyennes propriétés, c'est celles qui consomment le plus, donc pour mieux saisir. Et le dernier point qui est un élément important derrière tout ça, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de responsabilisation, on aura du mal à aboutir aux résultats. Et d'ailleurs, c'est un axe fondamental du plan national de l'eau. Et vous ne craignez pas une accélération de l'exode rural? Il n'y a pas de pluviométrie qui est en train de baisser, donc on passe de 18 milliards d'eau face à peu près 14. On contrôle et on encadre le creusement des puits. Vous ne craignez pas un mouvement des populations vers les villes? Écoutez, en fait, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes dans une logique où on s'inscrit dans la logique de solidarité ville-campagne, à travers en fait l'utilisation de la réutilisation des eaux usées, que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, qui va aussi économiser l'eau donc qui est prise des barrages, et en même temps le dessalement, qui va permettre d'ailleurs, entre parenthèses, Marrakech va bénéficier de l'eau qui va être dessalée à Safi grâce à l'OCP d'ici fin 2025, début 2026. Donc on est dans cette logique de solidarité ville-campagne. De l'autre côté, un deuxième élément important, c'est que, et c'est là en fait la pertinence du programme qui a été lancé par le souverain et qui, à mon sens, est une réforme sociétale qu'on est en train de vivre, qui est celle de la généralisation de la protection sociale. Et dans le cas de la généralisation de la protection sociale, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle la généralisation de l'allocation familiale. En fait, ça ne va pas être l'allocation familiale, on est rentré dans une logique d'allocation aux familles. C'est-à-dire qu'on va donner un revenu minimum à toutes les familles défavorisées et les familles qui ont besoin. Voilà. Donc ce niveau qui va être différencié en fonction du nombre d'enfants, etc., mais même des personnes âgées qui ont les enfants qui ont grandi, qui n'ont pas de moyens, vont bénéficier de ces aides. Donc aujourd'hui, les gens au niveau du monde rural vont pouvoir bénéficier d'un revenu stable. Et ça, c'est un changement majeur, parce que comme vous le savez... Parce que ça a été annoncé dans le programme du gouvernement en octobre 2021. Non, pas dans l'octobre 2021. Oui, c'était dans le programme du gouvernement, mais qui allait se réaliser à la fin de cette année, de l'année 2023. Très rapidement, monsieur le recensement est en cours, comme vous le savez, pour arriver au registre social unique, qui nous permettra d'accéder à ça. Il nous reste un peu plus de 10 minutes avant d'arriver au volet politique. En matière de coopération continentale, en juillet, il y aura la 3e conférence du Réseau international des organismes de bassin. Quid, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et quelles sont les perspectives et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Je vais vous demander de répondre à tout ça en 1 minute. Non, en fait, nous avons la chance d'avoir la présidence du RIOB, de ce réseau, qui regroupe en fait les organismes de bassin au niveau mondial. Et comme vous le savez, l'une des problématiques majeures aujourd'hui, c'est la problématique de la gouvernance. Et donc, en fait, et notamment par rapport aux nappes souterraines. Et donc, cette conférence sera une occasion pour pouvoir partager les expériences réussies en la matière. Vous savez, le Maroc et le souverain accordent une importance particulière aux liaisons et aux liens qu'on peut développer avec nos amis du continent africain.
Et c'est une occasion aussi pour renforcer encore plus les liens de coopération et les liens d'amitié et de fraternité dans un domaine qui est crucial, qui est celui de l'eau. Je tiens à rappeler que lors du forum de Dakar, le Grand Prix Hassan II de l'eau donc a été attribué à l'organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est un organisme de bassin qui permet de gérer en fait le fleuve Sénégal et qui a continué à travailler, quels que soient les problèmes qu'il y avait entre les pays à des moments déterminés de l'histoire, en valorisant cette eau et en permettant donc aux populations vivant autour de ce fleuve de bénéficier de ses richesses. Monsieur le secrétaire général du parti de l'Istiqlal, vous voyez qu'on va passer au volet politique. Vous êtes donc secrétaire général du parti de l'Istiqlal depuis octobre 2017. Quel jour? C'était le 7 octobre ou le 6 octobre 2017. Vous êtes un vieux et un ancien militant du parti de l'Istiqlal, Moustapha Sahimi. Écoutez, oui, merci de me donner des minutes pour des questions politiques précises et je voudrais des réponses rapides parce que j'en ai 3 ou 4. Première question, comment se porte la majorité et est-ce que le Parti Istiqlal est à l'aise dans cette majorité? Écoutez, je peux dire que nous avons réussi un pari. Et je tiens à rappeler, à l'époque où on était en plein changement au niveau du code électoral, beaucoup de politologues et d'analystes et de partis politiques considéraient qu'on allait avoir un émiettement de la carte politique et qu'on allait se retrouver avec 6 ou 7 partis pour constituer un gouvernement. Je peux dire aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'aujourd'hui, avec 3 partis, nous avons une large majorité au niveau du Parlement. Et ce niveau ramassé entre les partis politiques nous permet d'aller dans une logique en fait, d'une véritable homogénéité au niveau de la majorité gouvernementale. Et je tiens à dire aussi que la chance que nous avons aussi, c'est que nous avons établi avant de nous mettre d'accord sur l'architecture gouvernementale, on s'est d'abord mis d'accord sur le programme gouvernemental, qui a été établi à partir des programmes des partis politiques. Donc nous nous retrouvons pleinement dans ce programme et nous agissons conformément à ce programme. Alors ça c'est sur le papier, c'est Nizar Baraka, mais sur le... C'est une réalité. Dans la réalité, les réunions de la majorité sont rares. La parole aussi est rare, et en particulier celle du chef du gouvernement. Et pourtant, Dieu sait que les problèmes sont... D'abord, on a eu une réunion dernièrement, comme vous l'avez suivi, donc à la veille de l'ouverture du Parlement, et avec l'ensemble des parlementaires donc de la majorité, oui. Deuxièmement, il faut le dire, nous sommes tous les 3 membres, donc avec le chef du gouvernement, évidemment, membres du gouvernement, et donc on a l'occasion de se voir de manière assez régulière, sans parler, bien sûr, des réunions qui peuvent se tenir par ailleurs. Mais au-delà des réunions, parce que l'essentiel, ce n'est pas ça, c'est surtout la capacité à coordonner sur les sujets qui sont polémiques ou les sujets qui sont importants, qui sont sensibles. Parce que quand on est face, par exemple, à une situation hydrique difficile, il est important que la majorité puisse donner son avis par rapport à ce qu'il y a de faire. La problématique de la cherté de la vie, qui est une problématique majeure qu'on a dû affronter, où, comme vous le savez, la classe moyenne a été particulièrement affectée avec l'augmentation des prix, les mesures qui ont été prises et le moyen d'essayer de réduire au maximum l'effet sur la population donc, de cette augmentation des prix, le report d'un certain nombre de réformes qui étaient nécessaires parce que nous considérons qu'il était essentiel de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, c'est aussi des choses qui ont été prises dans le cadre de la majorité. Nous allons passer un texte qui, je suis sûr, si Sahimi ne peut que l'appuyer, c'est le texte sur le projet de texte sur les peines alternatives qui rentrent dans le code pénal. C'est aussi un choix qui a été fait dans la vision de la majorité pour aller plus vite parce que le code pénal va prendre du temps pour pouvoir l'affiner. Nous avons considéré qu'il était essentiel aujourd'hui parce qu'on a un gros problème au niveau des prisons pour pouvoir essayer de réduire en fait cette pression qui est plus de 100% en fait. Alors, les prisons sont remplies à plus de 100%. Deuxième question rapide. Donc, par rapport à ça, les clivages actuels des partis vous paraissent-ils pertinents? Je veux faire référence à 2 partis de la Koutla qui sont dans l'opposition, malgré tout, USFP, PPS. Vous êtes dans une majorité avec 2 partis dits administratifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, cette notion, et je vous remercie de poser cette question, de clivage, aujourd'hui, il faut être très clair là-dessus. Malheureusement, et vous savez que le Parti Istiqlal a toujours milité pour que la Koutla reste unie. Et nous avons tout fait
pour qu'au moment du premier gouvernement Benkiren, que l'ensemble des partis de la Koutla fassent partie pour assurer cet équilibre avec le PJD à l'époque, qui était le parti donc, qui avait le vent en poupe. Et malheureusement, nos amis du ICFP ne nous ont pas suivis autour de ça. Donc, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les contacts avec les partis de la Koutla, même s'ils ne sont pas dans la majorité gouvernementale, continuent entre partis. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de l'intérêt du pays et de partager, de pouvoir voir et de voir aussi comment on peut avancer sur des choses qui sont cruciales. Et nous avons des réformes majeures auxquelles on doit faire face et qu'on doit faire pour l'intérêt du pays. Précisément, pardon, sur les réformes, si vous permettez. Excusez-moi, pour rester sur cette logique de Koutla, de parti dit administratif, il y a quelques semaines, on a dépassé tout ça. Peut-être 2 mois, il y a eu une lettre adressée par le PPS au chef du gouvernement, en tant que chef du gouvernement, donc engageant le gouvernement et donc la majorité, mais c'était que le RNI qui avait répondu. Ça avait créé toute une discussion, tout un débat. Il n'y a pas eu de réaction du parti de l'Istiqlal. On a considéré que la lettre qui a été envoyée était une lettre qui a été adressée au gouvernement. Donc ce n'est pas une affaire de réponse entre partis. Et dans la réponse qui avait été donnée dans le cadre du communiqué du RNI, il était question qu'il y ait une réponse ensuite, donc qui viendrait par la suite par rapport au PPS. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'essentiel, et moi je tiens absolument à appuyer sur ce point, nous avons besoin d'une opposition forte. Et nous avons besoin qu'il y ait un véritable débat et que le débat se situe au niveau du Parlement. Nous avons aussi besoin qu'on puisse véritablement nous inscrire dans une logique qui va nous permettre de faire avancer le pays dans ce moment difficile que nous sommes en train de passer, parce que, il faut le dire, d'abord nous avons des défis majeurs avec les changements climatiques, la problématique de la guerre en Ukraine et évidemment la problématique de la sécheresse et les effets aussi du Covid qui continuent à avoir un impact. Mais au-delà de ça, le Maroc est ciblé et le Maroc est attaqué. Le Maroc est aujourd'hui, et on l'a vu au niveau du Parlement européen, et on l'a vu dans pas mal d'écrits, et vous qui êtes journaliste, vous suivez ça de très près, en fait, toutes les campagnes qui sont menées contre notre pays, contre, je dirais, les figures importantes de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être forts, d'être unis, de renforcer notre front intérieur pour pouvoir répondre à ces attaques, mais aussi d'avancer pour réaliser les réformes nécessaires, parce que on ne peut être fort qu'en ayant un front intérieur important et en ayant véritablement un pays qui a une véritable capacité de résilience, et on l'a montré à plusieurs reprises, mais surtout une capacité de se développer et d'avancer et d'aller de l'avant. Alors, le politique est important dedans. J'ai l'avant-dernière question avec votre autorisation. L'avant-dernière, c'est le fait que sur les réformes sociétales, code pénal, homosexualité, avortement, etc. Il semble bien que le parti... Je vais utiliser... Non, j'ai 10 secondes. Vous êtes en train de me bouffer mon temps. Il semble bien que l'Istiqlal freine des cas de fer par rapport à des projets défendus notamment par le ministre de la Justice. Qu'en est-il ? D'abord, aujourd'hui, très rapidement, aujourd'hui, le projet en tant que tel, nous ne l'avons toujours pas vu. Pour parler de freiner ou ne pas freiner. Maintenant, le parti est le parti Istiqlal. Nous avons notre référentiel, nous avons nos positions, et vous savez très bien que le parti Istiqlal a toujours joué un rôle moteur pour l'avancée, je dirais, donc sociétale, avec l'ijtihad et tout ce qui a été fait à l'époque de Moudounet al-Ahwal Shakhsiya sous al-Fassi, quand il a présidé la commission royale, et également sous Mohamed Bousta, quand Sa Majesté l'avait chargé de la commission royale pour la réforme du code de la famille. Et donc aujourd'hui, le parti Istiqlal est toujours dans cette logique de mouvement, tout en maintenant, en fait, le référentiel et les bases qui constituent la base, finalement, de notre... C'est une réponse. Dernier point, le parti de l'Istiqlal, son congrès s'est tenu, son dernier congrès en octobre 2017. Statutairement, le congrès devait se tenir dans les 4 ans. C'est une situation qui perdure, nous en sommes là, avec une pénalité financière, puisque le fait de ne pas avoir respecté le délai prévu par la loi sur les partis fait que vous n'avez pas droit à la subvention publique. Alors, comment se prépare finalement ce congrès tant attendu du Parti de l'Istiqlal ? Écoutez, en fait, nous sommes en train de préparer ce congrès d'arrache-pied.
Et nous avons tenu plusieurs réunions pour essayer d'avancer au niveau du comité exécutif. Mais je crois que ce qui est important à dire, c'est que ce congrès a une nature importante parce que, contrairement au dernier congrès, qui était un congrès particulier, comme vous le savez, donc c'est une histoire de personnes, aujourd'hui, on est en train de préparer le congrès pour pouvoir faire les véritables réformes qui permettraient aux partis de perdurer, de se renforcer et d'être en phase avec les évolutions qu'il y a au niveau de la société, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces évolutions qui font qu'aujourd'hui nous avons besoin, et c'est une problématique majeure, et je peux vous dire, en toute sincérité et en toute franchise, c'est que je considère que nous avons une responsabilité lourde. Pourquoi ? Parce qu'en étant au gouvernement actuellement et nous avons un besoin de réussir. Nous avons un besoin de rétablir la confiance dans le politique. Nous avons un besoin de réhabiliter le politique. Et pour cela, nous avons besoin de partis forts. Donc c'est dans ce cadre que nous préparons ce congrès pour nous renforcer encore plus et pour pouvoir répondre aux aspirations de la population et assurer la réalité et l'accélération des réformes nécessaires. Est-ce que vous avez une date ? La date, c'est la commission préparatoire qui va la donner. À peu près. Mais en fait, nous nous fixons pour objectif d'avancer pour essayer de le faire d'ici la fin de cette année. Vous parlez de questions de personnes en 2017, rapidement, pas de questions de personnes en 2023 ? En tout cas, aujourd'hui, non, il y aura sûrement des candidats, c'est possible, rien ne l'empêche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le comité exécutif actuel s'est prononcé, date d'aujourd'hui en tout cas, pour le soutien de ma candidature pour un deuxième mandat. Monsieur le ministre Sinisa Baraka, monsieur le ministre de l'équipement de l'eau, Sinisa Baraka, merci d'avoir répondu en toute franchise à nos questions, ou presque toutes nos questions. C'est Moustapha Sahimi, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.